Alors bienvenue, merci pour votre temps ce midi pour notre présentation sur le voyage du Kilimandjaro en Tanzanie. Je me présente rapidement, moi c'est Ophélie, j'ai la chance de guider ce voyage, d'être responsable de cette destination depuis quand même plusieurs années maintenant. Alors il va sans dire que c'est une de mes destinations favorites où je prends énormément de plaisir à retrouver à chaque fois l'équipe locale, en tout cas, je trouve qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup sur le Kili pour plein de raisons. Ce qui fait que j'adore y retourner. J'y retourne encore cet été pour notre départ de juillet. Alors voilà, ça me fera plaisir de vous partager en images le pourquoi j'aime autant cette destination. Mais ça fait longtemps, donc là, il y a il y a une petite partie de notre équipe locale, là, ce sont surtout des guides avec qui on travaille tout le temps depuis plus de 15 ans maintenant qu'on travaille avec eux, donc on se connaît très bien. Toujours les mêmes guides. Donc les visages que vous voyez sur cette photo, vous allez très certainement les retrouver en voyageant, si vous voyagez avec nous prochainement. La même équipe solide avec qui on travaille depuis longtemps. D'ailleurs, je trouve que c'est important de préciser justement, en tout cas, il y a une association, au Kilimandjaro, pour les porteurs en tout cas du Kilimandjaro qui est comme un syndicat, qui est très fort en Tanzanie et surtout qui est une preuve de sérieux, de confiance. Parce que Kilimandjaro, je vous en parlerai plus tard, mais c'est vraiment, ça peut vite être le Far West. Il y a tellement d'agences qui proposent, ce circuit-là dans plein de conditions différentes et malheureusement, souvent les conditions pour offrir des meilleurs prix ça vient vraiment couper dans les conditions des porteurs. Ce qui fait qu'il y a cette association-là, la CAPAP, qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui est là pour réguler en fait le travail des porteurs et faire en sorte que les agences respectent les bonnes conditions de travail, que ça soit dans l'équipement, que ça soit dans les salaires évidemment, dans les repas qu'ils peuvent avoir, le nombre de repas, bref, c'est des choses qui nous paraissent essentielles, mais qui sont pas nécessairement toujours respectées. Et depuis en fait, ça a repris malheureusement tout s'est arrêté pendant la Covid, mais l'après-Covid, on est en train de finaliser en fait notre, certification auprès de la CAPAP. Donc j'en suis très, très heureuse, très fière. L'année dernière, on avait justement des gens de l'association qui ont fait le voyage avec nous, qui ont été au sein de notre groupe justement pour pouvoir attester, certifier, toutes leurs, critères qui sont très, très détaillés. Et ça s'en vient, on devrait avoir la certification sous peu, ce qui fait que c'est un gage de très bonne qualité et de confiance que vous pouvez avoir envers notre agence et l'agence évidemment avec qui on travaille sur place. Alors voilà pour le petit point pour débuter sur notre équipe. Rapidement, donc un mot, là je vous ai mis une carte de la Tanzanie pour vous situer un petit peu. La capitale étant Dodoma, mais nous on va arriver à Arusha. On se concentre dans le nord de la Tanzanie, à la frontière avec le Kenya. On est donc à Arusha, il y a l'aéroport Kilimandjaro, puis notre voyage va se faire en trois grandes étapes. On va avoir en premier le parc national d'Arusha avec le mont Meru pour notre premier sommet. Ensuite, on va avoir le Kilimandjaro qui est juste ici. Et on va terminer notre voyage en safari, donc pour la troisième chapitre, disons, dans le parc du Serengeti et dans le cratère du Ngorongoro. Donc on a comme trois grandes idées à travers cet itinéraire. Un mot aussi, parce qu'on est dans la vallée du Grand Rift. Là, on voit cet ensemble montagneux, en fait, c'est un ensemble géologique qui a été, qui est constitué de plusieurs failles tectoniques et de volcans qui s'étirent sur quasiment tout le long de l'Afrique du nord au sud, là, qui part de la Syrie jusqu'au Mozambique. Donc on est vraiment sur cette faille-là, ce qui a créé quand même une région très volcanique, comme on va pouvoir le voir sur le Mérou et le Kili. Donc c'est ce qui donne, puis c'est quand même, en tout cas le Kili a plusieurs records à son actif, mais dont le fait d'être déjà une montagne si haute offrant des températures si froides, avec des neiges éternelles, un glacier à son sommet, si proche de l'équateur, donc d'une région qui est censée être quand même très chaude, humide. On est à peu près à 300 km de la ligne de l'équateur. Ce qui en fait quand même, en tout cas géographiquement, géologiquement, un site quand même assez exceptionnel.
Donc, je vais essayer de condenser ça. C'est quand même un gros morceau, ce voyage au Chili. L'idée de cette conférence, ça va être vraiment de vous donner l'esprit du voyage, pourquoi on a fait ce choix d'itinéraire. Mais si vous avez vraiment des questions détaillées, moi, ça me fait vraiment plaisir. Après, appelez-moi au bureau ou si même vous êtes en mesure de venir nous voir à Montréal. J'ai plein de cartes. J'aime ça qu'on en parle un petit peu plus aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous appeler, qu'on voit ensuite tout ce qui concerne l'équipement, tous ces petits détails-là, on les regarde ensemble. Donc, premier chapitre, le Mont Mérou. On va y passer 4 jours, 3 nuits. Mont-Mérou, il fait partie du parc national d'Arusha, qui est un petit parc près d'Arusha, mais qui est honnêtement très 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 diversifié. On le fait pour plusieurs raisons, Mont-Mérou, puis je trouve que, en tout cas, la raison principale, c'est que premièrement, c'est très très beau. Moi, je trouve que c'est bien plus beau même que ce qu'on peut voir sur le Kili en termes de paysage. C'est ultra diversifié. En 4 jours, 3 nuits, là, on a vraiment un panel de végétation très très différent. Donc ça rend le tout très intéressant. Et en plus de ça, ça nous offre déjà un sommet de préparation avant de commencer le Kili. C'est une très bonne mise en jambe avant de débuter le gros morceau. Et en même temps, ça nous offre quand même une belle possibilité d'acclimatation parce qu'on va faire le sommet à 4500 mètres du Mérou, qui est le deuxième sommet de Tanzanie, mais le cinquième d'Afrique. Donc là, je vous ai mis une petite carte juste pour vous situer un petit peu. Ici, c'est notre porte d'entrée. On va aller prendre le sentier qui nous amène à Miriakamba Hut. En fait, on part à 1500 mètres et on va dormir une première nuit à 2500. Et ensuite, on va aller rejoindre Saddle Hut qui est à 3500 mètres. On va y dormir 2 nuits avant de rejoindre le Mont Meru à 4500, de redormir à Saddle Hut pour ensuite terminer et redescendre le Mont Meru. Donc là, on voit vraiment qu'on le fait en 4 jours. On pourrait le faire, il y a plusieurs agences qui le proposent en 3 jours, mais c'est franchement, c'est vraiment trop rapide. Là, ça fait des grosses, grosses, grosses journées que de le faire en 4 jours, ça permet de rééquilibrer tout ça un peu mieux. Donc en images maintenant, ça sera pas long, j'ai cru entendre. Oh, je sais pas s'il y avait des demandes. Non, je pense pas. Ok. Oh, cool. Ok, je vois les commentaires ici avec l'application. Bref, s'il y a quoi que ce soit, finalement, j'arrive à voir. Donc, comme je le disais, ce qui est le fun avec le Mont Meru, c'est, je trouve, les différents paliers qu'on va avoir, les différents environnements qu'on va rencontrer. Puis, une des premières choses qu'on va avoir au début, puis finalement à la fin, parce qu'on commence à 1500 mètres, c'est qu'on va arriver sur des plaines qui vont nous permettre déjà de faire comme une sorte de premier safari à pied. On peut déjà voir des girafes, des buffles, des phacochères, des zèbres, bref, c'est vraiment le fun parce que dans le voyage, on n'a pas vraiment de possibilité de faire de safari à pied. C'est pas autorisé là, dans le Serengeti ou dans le Ngorongoro, alors que dans le parc national d'Arusha, on le fait. On est accompagné d'un ranger armé jusqu'à 3500 mètres à peu près. Parce que justement, les buffles qu'on peut rencontrer, à partir d'un certain âge, ils aiment bien s'isoler puis finir leur vie seuls pour les mâles, ce qui les rend parfois un petit peu austères et agressifs, et donc il faut faire attention. Mais bon, je veux dire, c'est vraiment juste une formalité là que d'avoir un guide avec nous armé. On fait attention. Ça reste en tout cas, ça reste quand même une expérience très très cool. Donc on a paysage de plaine, puis assez vite on va aller monter dans une forêt. Tropical. On est vraiment dans un milieu humide, une forêt primaire là qui est quand même super intéressante. On peut voir des singes, des colobes dans ces forêts-là qui sont des gros singes poils longs, noirs et blancs. Donc ça donne vraiment un environnement très tropical en fait. Puis là, on va vraiment avoir une progression quand même assez tranquille, c'est modéré. Ces journées-là, on va peut-être avoir 1000 mètres de dénivelé positif, mais le sentier est super beau, ça se monte facilement. Donc c'est très agréable d'y marcher. Il peut faire chaud quand on est un petit peu plus bas en altitude, quand on est en tout cas dans cette zone plus tropicale. Mais assez vite, quand on va passer des paliers en altitude, on va avoir un climat beaucoup plus sec, beaucoup plus frais aussi. Là, par exemple, on voit vraiment quand on arrive à 3000-3500 mètres, les arbres se font de plus en plus petits, voire quasi inexistants. On va être dans un paysage beaucoup plus lunaire, ce qui en fait vraiment la grande diversité dont je vous parlais finalement en très peu de temps. Moi, c'est ce que je trouve magnifique. Puis bon, c'est incroyable parce que le Mérou, on arrive à... Là, on est du Petit Mérou. C'est un petit sommet qu'on fait à 3800 mètres. On va monter à 3008, puis on redescend à 3005 pour dormir. Donc, c'est encore parfait dans nos journées là, d'acclimatation.
Et on a notre objectif droit devant, on voit le sommet juste en face et donc notre ascension avec la longue crête qui nous attend le jour 3. Le jour 3 de l'ascension du Mérou, je dirais que c'est certainement la journée la plus exigeante de tout votre voyage, et Kili inclus. Ou alors elle va pas faire partie de votre top 3 des journées exigeantes, c'est sûr. La raison, c'est surtout parce que bon, ça arrive en début de voyage, sachant qu'il y a quand même un bon décalage horaire avec la Tanzanie. On parle d'à peu près 8 heures de décalage, donc ça arrive en début de voyage. Là, le Mérou, on commence par le mont Mérou, même si on a une petite journée un peu d'approche quand vous arrivez en Tanzanie. On va faire une petite journée tranquille dans les alentours d'Arusha pour se remettre du décalage, etc. Puis ensuite, on part pour le Mérou. Mais ça reste que vous débutez assez vite la marche et l'acclimatation. Et au-delà de ça, c'est que ça reste une bonne journée quand même assez costaud. On parle de 1000 mètres positifs, 1000 mètres négatifs, parce qu'on retourne dormir à 3500 mètres, le sommet étant à 4005. Et c'est ça, ça fait une bonne journée, mais à mon sens, c'est aussi la plus spectaculaire, la plus mémorable, parce que vraiment, quand on est la chanceux comme ici, avec une super belle météo, bah, on peut voir le cône sphérique emblématique, on peut même voir le Kilimandjaro au loin, donc ça reste vraiment fantastique. Sur le Mérou, on va dormir que en refuge. Les 3 nuits, on est dans des petits refuges. C'est exactement ce qu'on voit ici, là, des petits baraquements comme ça. Souvent, ça va être de style un peu dortoir, 3-4 personnes. La fréquentation est quand même vraiment moindre que sur le Kili, ce qui fait que c'est rare que les refuges soient complets. Donc, c'est pas rare, en fait, qu'on soit avec peut-être un ou deux autres groupes, mais pas énorme. Donc ça reste quand même très tranquille, plus relax, même sur les sentiers. Honnêtement, on est très tranquille sur le Mérou. Donc c'est vraiment un spot très agréable. On dort, bah, comme je vous disais, refuge, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va manger, on a toujours des salles communes pour les repas. Donc c'est chouette aussi pour avoir des petits moments de tranquillité, se ressourcer. Il y a des journées qui vont être un petit peu moins chargées que d'autres aussi, donc ça nous laisse du temps pour relaxer aussi en fin d'après-midi. On a toujours une équipe locale aussi qui nous accompagne autant sur le Mérou que sur le Kili. Donc on a des porteurs avec nous qui vont porter toute la logistique. Elle est moins nombreuse, notre équipe, sur le Mérou que sur le Kili, puisque sur le Mérou, on dort pas en camping, donc on a besoin de moins de logistique aussi. Mais on va quand même avoir, en tout cas, de plusieurs guides avec nous la journée pour encadrer la marche. On va avoir, bah, pour donner une idée, peut-être sur un groupe de 10-12 personnes, bah, entre 25-30 personnes de l'équipe locale qui nous accompagnent. Donc quand même une sacrée équipe. Là, j'avais mis quelques photos pour vous donner une idée de la journée, justement l'ascension finale du Mérou. On va partir, c'est une des rares journées dans tout notre voyage où on va partir à la frontale, mais on va pas partir non plus en pleine nuit, on va surtout partir. Oups, attendez, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Mince. Je m'excuse, j'essaie juste de faire rentrer la personne qui est en attente. Faut juste que j'arrête le partage et que je la fasse rentrer. Euh, Participant. Ok, parfait. Bon, je m'excuse pour ça. Je vous repartage tout de suite mon écran. Hop. Et voilà. En principe, ça marche pour tout le monde. Merci. Donc, début d'ascension, on va partir à la frontale. En général, on va commencer à marcher vers 4 heures du matin. Donc, on part au petit matin. Comme ça, on va arriver. Bon, on va éviter peut-être aussi les grosses chaleurs. Puis c'est quand même une longue journée de marche. Quand je parle de longue journée, en moyenne, selon les groupes et le rythme de marche, on parle peut-être de 10 à 12 heures de marche cette journée-là. Donc, elle fait partie des voyages les plus exigeantes de tout le trek. Mais encore une fois, ben, quand on a ce genre de vue avec le Kili au loin, ça donne une bonne idée de la récompense qu'on peut avoir. La fameuse crête qu'on va longuement marcher, qui paraît souvent plus spectaculaire que ce qu'elle n'est vraiment. Là, exemple, elle a l'air très vertigineuse, mais en soi, le sentier est plus large que ce qui n'y paraît. Ça reste qu'il y a des petites portions quand même où, bon, il faut, qui peuvent peut-être un peu, je dirais que c'est plus aérien dans l'ambiance. Donc, s'il y a des personnes qui sont sensibles avec les hauteurs, il y a vraiment quelques passages. C'est pas toute la rando. Vous n'allez pas marcher 10 heures dans ces conditions. C'est sûr qu'il faut être attentif. Ça prend de la concentration, etc. Il y a quelques passages qui vont être un petit peu plus
vertigineux que d'autres, mais on parle de quelques centaines de mètres à droite, à gauche. Ça reste qu'encore une fois, vous êtes super encadré pendant la marche. Il y a toujours un guide caravanier plus deux, trois personnes de l'équipe locale guide qui sont là. Donc s'il y a des inconforts, ben, on est capable aussi d'ajuster que ce soit le rythme, l'encadrement, sans aucun problème. En arrivant vers le sommet, c'est beaucoup plus rocailleux aussi, donc on cède parfois un petit peu plus des mains. C'est possible que, ben, on le voit là, c'est vraiment ce type de terrain-là. Quand je disais qu'on change de paysage, là, ça peut être vraiment lunaire en fait. On a l'impression de changer de planète. On est dans un environnement très volcanique, de la roche noire. C'est un gros gros contraste par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Là, c'était un gros nuage qui nous a plombé quelques heures dans la journée. Donc, ça peut aussi être ça, la météo sur le Mérou ou sur le Kili. Ça reste un environnement de montagne, donc il faut s'attendre à peu près à tout. En parlant des saisons, on y va à deux grandes saisons dans l'année. Autant bah, c'est la petite saison sèche qu'on considère donc de janvier à février, la grande saison sèche qui s'étire un peu plus. Souvent, ça va être de mi-juin à septembre. Nous, nos départs, souvent, on les fait en juillet-août. Donc, ces deux saisons-là sont les saisons idéales pour aller marcher au Kili. Ailleurs, ailleurs dans l'année, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de risques de pluie, donc peut-être à moins privilégier en tout cas. Mais ça reste que dans les deux cas, c'est des très bonnes saisons pour y marcher. En sachant qu'en janvier, février, il y a peut-être un petit peu plus de risques de précipitation que pendant l'été. Mais l'été, il va faire un petit peu plus froid. Ça peut être plus sec, plus poussiéreux aussi. Donc bref, l'un dans l'autre, ça reste il y a une réalité différente, mais ça reste de très bonnes conditions. Notre sommet du Mont Mérou, encore une fois, avec le Kili au loin, est notre objectif pour plus tard. Le cône justement du volcan qu'on aperçoit souvent pendant cette marche d'ascension. C'est franchement spectaculaire. Puis ensuite, on redescend. Donc, cette crête, c'est un aller-retour cette journée-là. Il nous restera ensuite la quatrième journée sur le Mérou, une longue descente pour retourner à notre porte de sortie. C'est une longue descente. On parle d'à peu près 2000 mètres de dénivelé cette journée-là négatif. C'est sûr qu'on la sent passer un peu dans les genoux, mais on retrouve de l'oxygène. On est content de redescendre quand même. On rechange d'environnement encore une fois, puis on reprend pas le même sentier qu'à l'aller. Ce qui fait que là aussi, on va tomber dans des grandes plaines. On peut encore une fois retrouver les animaux qu'on a croisés en partant. Donc très chouette aussi de retrouver ce type d'environnement sur la fin. Ensuite, on va aller direction le Kilimandjaro. L'autre chose à mentionner, c'est que sur tout le voyage, quand on est à Arusha, on va toujours dormir dans le même hôtel. Ce qui fait que c'est un peu notre camp de base entre chaque étape. Donc, entre le Meru et le Kili, on dort dans notre hôtel. Entre le Kili et le Safari, on redort dans le même hôtel. Donc, vous pouvez très bien laisser des choses, une valise sur place avec toutes vos affaires que vous n'allez pas avoir besoin, vos affaires de safari, etc. Vous les laissez sur place, puis dans votre logistique de bagages, ben, vous partez seulement avec votre sac souple qui va être porté par les porteurs, donc autant pour le Meru que pour le Safari. Vous allez pouvoir faire un brin de lavage entre les deux treks. Mais donc voilà, on a toujours le même hôtel, ce qui facilite grandement la logistique aussi sur place. Le kiwi, gros morceau. Donc là, encore une fois, c'est difficile parfois de s'y retrouver parce qu'il y a plusieurs voies d'ascension pour le Kili. Puis je vous invite vraiment à comparer en fait, puis à bien vous renseigner sur votre choix d'itinéraire. Parce que comme je vous disais au tout début, il y a énormément d'agences. C'est une des montagnes qui est les plus fréquentées en fait, parce qu'elle fait partie des 7 sommets de la planète si on veut gravir les Seven Summits. Mais c'est la plus accessible parce qu'elle n'est pas technique. On parle pas d'alpinisme, c'est de la randonnée en haute altitude. Donc elle nous permet de faire quand même un des 7 sommets, là, des 7 continents les plus hauts, mais de façon en gardant ça dans de la randonnée. Ça reste qu'il faut être quand même bien entraîné, bien préparé pour ce voyage, il n'est pas anodin. Mais donc, ce qui en fait une montagne très fréquentée, avec beaucoup, beaucoup d'agences et donc avec forcément aussi des conditions d'itinéraire, de voyage bien différentes. Un petit topo rapide sur les voies les plus fréquentées puis les plus populaires aussi. Bah, aujourd'hui, je dirais qu'il y a la voie Matchamé qui est celle qu'on voit quasiment partout. Donc c'est celle-ci ici, elle commence plus bas en altitude, autour de 1500 mètres. Elle va retrouver le type de paysage qu'on a eu peut-être sur le Mérou au début, par exemple avec des forêts plus tropicales, etc. Puis on va monter progressivement, changer d'environnement. Mais donc elle commence bas.
Puis ensuite, en général, ils passent par ici, mur de Barango, on contourne et on arrive à Barafou, qui est le camp de base principal sur le Kili, qui est immense, parce qu'il accueille 90% en fait des voies d'ascension. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On a 4600 mètres et on part en général pour toute la nuit pour arriver jusqu'au sommet et on redescend. La voie Marangou aussi, la voie en vert qui est ici, est une des voies les plus fréquentées. Celle-ci, souvent, c'est un aller-retour, puis elle peut se faire en refuge. Elle est relativement rapide, donc un petit peu moins optimale quand même que les autres. Leur camp de base sur la voie Marangou, c'est le Kibo, donc à peu près similaire à Barafou en termes d'altitude. Et même chose, on part en pleine nuit, on fait l'ascension, on redescend et rebelote. Et ensuite, il y a ces autres voies d'ascension qui se développent un petit peu plus, la voie Shira et les Mochos, qui commencent plus haut en altitude. Et c'est en fait ces débuts de voie-là qu'on va emprunter, sauf que nous, on va bifurquer vers le nord. Petite précision, le massif du Kilimandjaro, en fait, il abritait 3 volcans, puis il abrite encore en fait 2 de ces volcans. Il y avait le volcan de Shira qui s'est complètement effondré, qui a laissé place à un grand plateau, et on a le Kibo qui abrite donc le sommet Uhuru qu'on va gravir, et ensuite on a le Mawenzi qu'on va très bien voir en passant par le nord et contourner, qui est un volcan qui culmine à 5100 mètres, mais très technique. En général, les ascensions se font pas sur le Mawenzi ou alors très 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 peu. Et donc, on a la chance de vraiment marcher sur ces en tout cas en découvrant vraiment ces trois sommets-là. Donc notre voie d'ascension, pour vous imaginer un peu, nous on va débuter sur Shira, donc on débute à 3500 mètres. On est déjà pas mal acclimaté à cette altitude-là, et à partir d'ici, on va emprunter la voie nord qu'on voit ici. Ce qui fait que, il y a vraiment moins de monde qui passe ici, puisque ceux qui arrivent ici, en général, ils passent par le sud pour aller rejoindre Barafou. Nous, en empruntant vers la voie nord, on va passer par l'arrière, donc on arrive à Skullhut, on va aller rejoindre le glacier, puis du glacier, on va aller faire notre ascension, et on va redescendre par la voie Mweka, qui est la voie de sortie pour tout le monde. Donc on fait vraiment comme une grande boucle dans notre itinéraire. J'y vais avec les photos maintenant. Dans notre début de plateau de Shira, on a vraiment ce type d'environnement-là, étant donné qu'on commence à 3500 mètres, puis les premières journées aussi sur le quai sont franchement des journées assez tranquilles, parce que la première journée, souvent, ça va être le temps de route aussi pour rejoindre le Kili, le parc national. On rencontre notre équipe locale, il y a toute la logistique à mettre en place pour les porteurs, etc. Donc bref, ce qui fait qu'on a une journée de marche relax. Ça nous permet de nous remettre aussi de nos quelques journées sur le Mérou. Ça donne aussi un environnement qu'on n'avait pas vraiment eu la chance de retrouver auparavant, comme des grands plateaux comme ça, vraiment très différents. Ça reste super sympathique. Puis ensuite, progressivement, étant donné qu'on est déjà à 3005 puis qu'on monte, au bout d'un moment, il faut monter, on n'a pas le choix. On change quand même assez vite d'environnement pour retrouver justement ce côté très lunaire, très volcanique qu'on voit un petit peu, qu'on a retrouvé aussi sur le Mérou et qu'on retrouve sur le Kili. Là, justement, le pic Mawenzi qu'on voit très bien puis qu'on voit à plusieurs reprises dans l'itinéraire. Donc, on va passer 7 jours sur le Kili, 7 jours, 6 nuits au total. Et en passant par la voie nord, en fait, ce que je voulais vous dire aussi en montrant sur la carte, la raison pour laquelle il y a peu de monde qui passe par la voie nord, c'est que en général, la logistique est un peu plus complexe, l'approvisionnement est plus complexe en eau en passant par cet itinéraire-là, ce qui fait que pour nos équipes locales, souvent, ils doivent aller faire des distances un peu plus longues où quand on dort dans le cratère, ils n'ont pas le choix d'aller au pied du glacier ou parfois ils doivent aller à un autre campement pour aller chercher de l'eau. Donc ça complexifie un peu la logistique. Évidemment, nous, c'est ce qui fait qu'on a une grande équipe locale. En général, c'est ce qui justifie beaucoup les prix aussi qu'on propose. Mais en même temps, l'expérience est franchement unique parce qu'encore aujourd'hui, puis moi, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai le même constat. Et même là, jusqu'à l'année passée, quand j'y suis allée, c'est que ça diminue énormément le nombre de voyageurs. On croise quasiment personne sur les sentiers nord qu'on emprunte sur le Kili, alors que ça reste une montagne ultra fréquentée. Puis quand on est sur les voies classiques, c'est comme le camp de base de l'Everest, là, on est vraiment sur un train de voyageurs, tout le monde se suit, puis
Bon, à mon sens, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Ça dépend de l'objectif qu'on a aussi, mais à choisir, je trouve que de passer sur des sentiers qui sont vraiment très isolés, ça donne toute une autre dimension au voyage, puis c'est ce que vraiment offre la voie nord. En tout cas, c'est super agréable. On dort en campement tout le long de l'itinéraire quand on est sur le Kili. Donc là, on va avoir une plus grosse équipe. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était une trentaine sur le Mérou avec l'équipe locale. Bah, sur le Kili, c'est le double. Si c'est un groupe de 10-12 personnes, on peut avoir 50 à 60 personnes d'une équipe locale pour nous accueillir, pour nous assister en fait. Donc c'est énorme, ça fait vraiment beaucoup de monde au quotidien. Mais en même temps, il y a un esprit d'équipe qui se crée. Comme je le disais aussi, moi, c'est un voyage dans lequel je m'amuse le plus parce que je trouve que le Kili, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est qu'on a cette sensation d'expédition, d'être en autonomie complète. Sur nos campements, il y a un esprit, une camaraderie qui se crée. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est génial. Donc, quand il fait beau comme ça, on a la chance de prendre aussi nos repas dehors. C'est quand même vraiment chouette. On a tout le confort sur place. Donc, comme je disais, on fournit les tentes. On a des tentes douches, tentes toilettes, des grandes tentes repas pour les soirs. Je pense que ouais, j'ai ma photo qui est ici. On mange toujours très bien aussi sur le Kili. Ça reste, on a toujours un cuisinier, toute une équipe en fait de cuisine aussi qui accompagne. Donc ça reste des repas très variés et en même temps réconfortants et consistants. On peut avoir des frites, des pâtes, des légumes, de la viande, des plats en sauce. C'est toujours quand même très varié. Des petites boîtes à lunch aussi pour le midi. Le matin, même chose, ça va être toujours très protéiné aussi pour nous aider à maintenir l'effort pour notre journée. Donc une belle grande équipe avec qui les soupes aussi. Là, je suis en train de réaliser, mais les soupes du Kili sont vraiment très bonnes. Puis ça vient amener notre apport justement en hydratation dont on a besoin beaucoup pour ce voyage. Donc là, exemple, on voit notre cuistot en chef Good Luck qui est debout avec toute l'équipe cuisine avec lui. Donc non, très très belle équipe. D'ailleurs, un petit mot de plus sur l'équipe, comme je disais, donc des porteurs au quotidien. C'est ça qui est le fun, c'est que vous êtes dans un voyage quand même qui est exigeant. Ça vous demande quand même un bon niveau d'engagement physique et mental, mais c'est comme un tout inclus d'aventure. Parce qu'une fois que vous êtes parti là, vous n'avez plus rien à penser. Vous vous laissez porter du début à la fin. La seule préoccupation que vous avez à avoir, bah, c'est vos bagages, dans le sens où savoir qu'est-ce que vous allez mettre, quoi mettre dans votre sac à dos peut-être la journée, puis bah, marcher. Parce que tout le reste, on s'occupe de tous les repas. Je veux dire, tout est déjà bien rodé et organisé. Ce qui fait que ça reste quand même une forme de tranquillité d'esprit. Et quand on est bien préparé, bah, ça rend aussi forcément la dynamique plus facile. Donc là, je voulais leur rendre honneur avec plusieurs photos qui représentent bien notre équipe. C'est toujours des moments de fête quand on arrive le soir sur les campements. Il y a toujours une occasion pour chanter, pour danser. Et évidemment, en fin de trek, quand on termine le Kilimandjaro, c'est aussi des grands moments de partage tous ensemble. Donc je trouve que c'est ce qui fait vraiment la beauté de toute cet itinéraire. La nuit dans le cratère, c'est une des grandes choses aussi qui nous différencie dans notre voyage. Donc, on a commencé par le Mérou, on emprunte la voie nord du Kili et on va dormir dans le cratère. Tout ça fait que ça rend vraiment l'itinéraire complètement unique. Le cratère, il est à 5 700 mètres. Ça veut dire qu'il nous reste vraiment pas gros à faire avant d'atteindre le sommet. On fait l'ascension en 1 heure et demie, 2 heures. J'ai mis des photos avec plusieurs types de météo, juste pour vous donner une idée aussi à quoi ça ressemble. Quand je vous parlais de préparation de mental, c'est vraiment important aussi. C'est bien d'être en forme. Je veux dire, si vous êtes marathonien, c'est n'importe quoi. Si vous faites beaucoup d'activités physiques, ben, tant mieux. Au plus vous allez en faire, au mieux vous allez vivre votre voyage. Mais préparation mentale, c'est aussi super important parce que bah, vous allez dormir aussi dans un environnement quand même isolé, en camping. Vous pouvez être exposé au froid, à la pluie, à la neige, au vent, à la poussière, au soleil, je veux dire à plusieurs types de conditions.
Et donc à une certaine altitude, bah, c'est sûr que ça peut venir, forcément jouer à un moment donné, mais ça fait partie de ça aussi et puis c'est l'expérience, c'est la notion d'expédition qu'on a et c'est ce qui fait partie de la fierté aussi qu'on a à la fin du voyage quand on a réussi. La journée, pour aller atteindre le cratère, c'est une grosse journée aussi. Ça fait partie des journées les plus exigeantes du voyage évidemment, parce qu'on est quand même à une altitude qui est conséquente. On a le luxe de pouvoir dormir dans le cratère au pied des glaciers qui fondent à vue d'œil, malheureusement. Les scientifiques, au début disaient la disparition des glaciers devrait tourner autour de 2030. Là, ils s'entendent sur 2040, 2050. C'est clairement un fait. On le voit rien que sur les photos, d'année en année, les glaciers fondent à vue d'œil. Donc c'est quand même encore une chance de pouvoir les observer d'aussi près puis de dormir à leurs pieds. Au-delà de ça, ça reste qu'on a aussi ça nous permet d'avoir le petit raidillon qu'on voit en arrière du campement, c'est ce qu'il nous reste à faire pour le lendemain matin. Donc, c'est ce qui nous évite aussi de faire une ascension de nuit, de marcher toute la nuit, plusieurs heures consécutives à la noirceur avant d'atteindre le sommet pour ensuite redescendre. C'est quand même des grosses, grosses journées quand c'est fait dans ces conditions. Nous, c'est sûr que l'altitude, c'est un facteur. Ça va être certainement une nuit, une journée difficile pour la plupart du monde. Mais encore une fois, toute la sécurité est mise en place. Votre guide a toutes les certifications nécessaires pour vous aider, pour vous conseiller dans cet environnement-là en altitude et en région isolée. On voyage avec tout l'équipement de sécurité, que ce soit les caissons hyperbares, les bouteilles d'oxygène, on a tout avec nous. Évidemment que, on vous donne aussi depuis le début, puis ça depuis le Mont Mérou, tous les conseils pour vraiment parfaire votre acclimatation, pardon. Puis ça passe par une bonne hydratation, ça passe par plein, plein, plein de choses. Donc on est vraiment là pour vous aider au maximum, vous encadrer le plus possible. Puis il y a vraiment un lien de confiance qui se crée, bah, entre les voyageurs et le guide, l'équipe, parce qu'il y a pas d'orgueil en montagne. L'altitude, ça peut frapper tout le monde à n'importe quel moment, peu importe sa condition physique et même ses expériences précédentes. Donc, c'est super important d'avoir toujours ce souci de se partager, de se dire les choses et puis, en général, ça va très bien. Mais c'est ce que cette nuit en altitude nous offre aussi. C'est un excellent point de référence aussi. S'il y en a certaines personnes qui veulent débuter par le Kili pour ensuite peut-être viser d'autres montagnes plus hautes, d'autres ascensions, d'avoir déjà dormi à 5 700 mètres, c'est quand même un sacré point de référence qui va vous permettre vous-même de pouvoir vous évaluer, puis ensuite d'évaluer les possibilités possibles, les possibilités pour plus tard. Donc, euh, donc voilà quelques photos du cratère forcé, puis avec le glacier, quand on a encore un peu d'énergie pour aller s'en approcher. Donc l'ascension finale, comme je disais, 1 heure et demie, 2 heures avant d'arriver jusqu'au sommet, ce qui nous permet d'arriver en haut souvent avec le sourire encore, la fierté de l'avoir fait, puis justement encore avec un peu d'énergie. Le gros avantage aussi, c'est que dormir dans le cratère, il y a très 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 peu de monde qui dorment. Parce que souvent, les gens qui font le kili, rares sont ceux qui restent, qui ont assez de journées en altitude pour pouvoir dormir si haut. Ça serait pas sécuritaire. Donc, ça prend des permis spéciaux aussi pour y dormir, ce qui fait qu'il y a très peu d'agences qui y dorment. Puis en dormant ici, on arrive par un autre côté, en fait, de la pancarte. On arrive par derrière, par un chemin en général qui est, on est tout seul en arrivant de ce côté-là. Là, on le voit, là, les gens arrivent de l'autre côté de la pancarte, nous, on arrive de ce côté-là. Ce qui fait que ça donne aussi une autre dimension à notre ascension finale. Là, quand on arrive, c'est vraiment chouette ce feeling, encore une fois, d'être seul sur une montagne pourtant aussi populaire. On a jusqu'au bout ce sentiment d'être seul. Donc voilà pour quelques moments avec des beaux sourires au sommet avant de redescendre. Puis là, c'est une longue redescente qui nous attend évidemment. Forcément, avec tout ce qu'on a monté les jours précédents, faut pas oublier la descente. Mais on est content, on retrouve de l'oxygène, on va retrouver aussi la forêt, parce que là, on va redescendre jusqu'à 1500, donc on retrouve ce petit côté tropical. À la fin de notre parcours. Et évidemment, on fait la fête avec notre équipe. On en profite, on boit une bonne bière enfin et on retrouve un bon bol d'oxygène aussi en terminant le trek.
Après avoir fait notre gros effort, hein, comme c'est dit, après les efforts, la récompense, puis la récompense va être donc nos quelques journées de safari. Donc là, on a choisi d'aller explorer les plus beaux parcs en fait, les deux plus beaux parcs qu'on considère dans le nord de la Tanzanie, qui sont donc le Serengeti et le Ngorongoro. On va y rester 3 nuits en tout. Puis là, donc, juste pour vous resituer un petit peu, Arusha, on était là, le Meru, il était ici, le Kili, il est là. Donc on revient à Arusha, on fait nos affaires et on part en direction d'abord du Serengeti. Serengeti, c'est vraiment des grandes plaines infinies, c'est les paysages qu'on s'imagine du Roi Lion, là, les grandes, grandes plaines. Et ensuite, on va aller dans le cratère du Ngorongoro. Changement d'environnement complet, mais vraiment environnement assez incroyable. On est dans des jeeps tout le long des safaris pour les journées, là, quand on va faire des petites game drives, donc le matin, souvent ça va être tôt le matin, et ensuite plus tard en fin d'après-midi. Ils vont nous permettre aussi d'éviter les fortes chaleurs pendant la journée. Donc on est dans des jeeps quand même assez standards, là. On est 6 en général par jeep, chacun a sa fenêtre, puis on a les toits surélevés qui nous permettent de vraiment avoir une super visibilité. Dans le Serengeti, je dirais que la différence va se jouer, si je vous parle un petit peu des saisons, janvier-février, c'est une excellente saison pour le Serengeti, parce que c'est le début, on est plus dans le sud du Serengeti, puis c'est le début des grandes migrations. Donc on peut vraiment voir des gnous, des zèbres par milliers à ce moment-là de l'année, puis c'est aussi la période des naissances, donc ça bouge beaucoup. Après ça, l'été, juillet-août, ils vont bouger un petit peu plus vers le nord. Ils seront toujours présents, on les verra toujours dans le Serengeti, mais peut-être en moins grand nombre qu'en janvier, février. Mais sinon, après, dans les paysages, bah, en janvier, février, ça va être des paysages beaucoup plus verdoyants, c'est un petit peu plus humide, alors qu'en juillet, août, ça va être un peu plus sec en termes de paysage. Mais sinon, ça reste deux très belles saisons pour y aller. On a fait le choix de dormir en camping pour nos treks, nos safaris en fait au Serengeti puis dans les Ngorongoro, ce qui nous permet d'être autonomes complètement parce qu'on est dans des campings privés mais sauvages. Donc là, on est tout seul, il y a juste nous sur nos campings. On a encore une fois toutes nos installations comme pendant le trek. On change juste de type de tente. On est dans des tentes safari en toile un peu plus grandes et spacieuses. Mais ce qui est vraiment, vraiment trippant, c'est qu'on est en plein milieu de la savane, au cœur de l'action, parce que souvent les lodges vont être un peu plus à l'écart du parc. Ils vont être souvent, je veux dire, il y a toujours des clôtures, ça va être ultra sécurisé. Euh, il y a des campings aussi qui vont être privés mais sécurisés qui existent. Nous, on a fait le choix du sauvage parce que là, on est vraiment autonome complètement. Il y a évidemment des consignes de sécurité qui sont données sur les campements, parce qu'il y a toujours des hyènes curieuses qui viennent nous rendre visite. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui fait une des particularités et une des expériences vraiment uniques du voyage, c'est de pouvoir entendre la nuit quand on dort toute la vie, la faune locale, là, c'est franchement assez trippant d'entendre les lions loin, les hyènes, c'est toute une expérience. Puis ce qui nous permet aussi d'être vraiment déjà dans le Serengeti. Donc on est prêt le matin quand on part, on peut partir plus rapidement, aller s'enfoncer un petit peu plus loin dans le parc quand on est en jeep. Donc ça reste aussi très 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 agréable. Donc exemple, quand on est dans le Serengeti, de petits moments aussi qu'on peut avoir les midis, il y a toujours des temps de repos aussi. Donc ça reste super agréable. Puis là, les paysages qu'on peut voir en janvier, février, comme je vous disais, un peu plus verdoyants. Des épisodes de chasse aussi auxquels on peut assister. On termine avec le Ngorongoro dans le parc national. Donc le cratère du Ngorongoro, en fait, c'est avant, il y a plusieurs millions d'années, c'était un immense volcan qui était encore bien plus haut que le Kili, qui s'est complètement effondré, qui a laissé place à un gros cratère qui fait à peu près 20 km de diamètre et on a à peu près 300 km de superficie tout le parc national. Ce qui fait que le cratère en soi, là, il est petit, mais c'est comme une grande arche de Noé où les animaux sont coincés à longueur d'année. Et donc c'est vraiment vraiment intéressant parce que dans le Serengeti, on a plus ce feeling de devoir aller les chercher, aller les trouver pour pouvoir les observer. Dans l'Ngorongoro, ils sont tous là tout le temps. Puis vu étant donné que la superficie est quand même pas très grande, on a quand même de grandes chances de voir s'il y a des animaux qu'on n'a pas vus dans le Serengeti, on les verra très certainement dans le Ngorongoro.
En plus de ça, c'est super beau. On est plus haut en altitude aussi, on est peut-être autour de 2000-2500 mètres, ce qui nous laisse aussi un paysage très différent de ce qu'on a vu avant. Le type de campement qu'on a dans le Ngorongoro, donc encore une fois très, très différent. On n'a pas le droit de dormir dans le cratère, donc on dort aux abords, ce qui nous permet aussi d'être très rapide le matin pour pouvoir rentrer parmi les premiers, aux premières lueurs du jour dans le cratère, puis d'avoir encore ce petit feeling d'avoir le cratère pour nous, là. Évidemment, après, ça, les jeeps des autres agences rentrent, là, mais d'y être parmi les premiers, c'est quand même vraiment très, très cool. Donc on va y passer une nuit et on va y passer ensuite toute une grosse, grosse demi-journée pour explorer le cratère, toujours avec nos jeeps. Donc, et puis dans le cratère, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir autant de gros animaux que des oiseaux, des super beaux oiseaux. S'il y a des amateurs, là, c'est le moment de sortir les jumelles, puis les bons appareils photo, parce qu'on peut vraiment, vraiment avoir pas mal d'oiseaux différents. On peut voir des rhinocéros aussi, des hippopotames. Bref, c'est quand même vraiment très très chouette. Exemple qu'on voit ici. Donc moi j'aime beaucoup. Après le Ngorongoro, ben, on retourne direction Arusha parce qu'on a notre vol en soirée. Alors voilà pour l'ambiance. Ce qui est le fun aussi avec le cratère du Ngorongoro, puis toute la région qu'on va faire en safari, c'est qu'on va aussi croiser beaucoup de... Là, on change d'environnement, tu sais, en Tanzanie, il y a une centaine d'ethnies différentes. Puis dans nos équipes locales, on va être en contact de plein d'ethnies, etc. Mais on croise pas nécessairement de villages. On marche pas de village en village dans cet itinéraire. Mais par contre, quand on va en safari, ben, on va passer par plusieurs villages. On va voir justement la vie agricole. C'est très majoritairement Maasai dans ce coin de pays-là. On va pas nécessairement s'arrêter dans un village Maasai parce qu'aujourd'hui, ça devient très folklorique comme visite. Puis bon, on est moins à l'aise en tout cas de s'arrêter dans ces villages-là. Par contre, on les traverse, on les voit. Il y a toujours de l'interprétation qui est faite là-dedans. Moi, je trouve ça super intéressant justement d'en apprendre plus parce qu'ils sont quand même très 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 nombreux. Le Ngorongoro aussi, il y a plusieurs Maasai qui viennent encore à certains moments de l'année venir faire paître leurs animaux. Donc il y a quand même quelque chose, un volet culturel qui est très fort dans ce coin-là, sans nécessairement s'y arrêter puis faire des activités trop folkloriques. Alors, ça fait le tour déjà du voyage dans son ensemble. Je vais arrêter mon partage tout de suite, puis je vais aller regarder voir s'il y a des questions. Je pense que normalement ça... Ok, c'est bon, j'ai arrêté le partage. Voilà. Euh, Ça vous donne une bonne idée? Ah, je vois Lydia. Mais oui, c'est vrai, Lydia, t'es déjà inscrite pour juillet. Très cool. Ça a dû te donner un bon aperçu, en tout cas, de ce qui t'attend. Encore une fois, s'il y a des craintes sur l'altitude, parce que là, j'en ai parlé, mais brièvement, mais évidemment, c'est quand même un gros morceau, mais que ce soit si vous avez un doute sur votre forme, sur ce que ça prend, on a parlé de la saison, mais je veux dire, on parle d'un niveau 4 sur notre charte de niveau qui est... donc c'est un voyage exigeant, ça prend quand même une bonne forme physique de façon générale. Donc faire de la randonnée régulièrement, allez-y avec chercher des dénivelés. Je sais que les États-Unis en ce moment, on les boycotte pour plusieurs raisons. C'est tout à fait normal, mais pour donner des références, les Adirondacks sont quand même des bonnes références. Moi, j'aime ça juste les donner en comparable. C'est les monts Lafayette, les Giants, les monts Giant, etc. Ailleurs au Québec, que ce soit en Gaspésie, Charlevoix, il y a aussi des très belles randos à faire. Donc vraiment, si vous avez besoin de conseils sur les types de randonnées ou si vous avez une crainte sur votre niveau, n'hésitez pas à m'appeler, puis on en discute au bureau. Donc ça reste un voyage relativement accessible si vous vous donnez les moyens de bien vous préparer. On a toute une liste de matériel aussi qu'on vous fournit à l'inscription qui va vraiment vous permettre de savoir exactement quoi prendre, quoi faire. On fait toujours des rencontres pré-départ aussi avec les gens, les groupes avant de partir pour se rencontrer puis pour revoir ensemble la logistique. Donc ça reste que vous êtes quand même bien préparés avant le voyage. Alors voilà, je vous laisse le temps, peut-être un petit 2-3 minutes, voir s'il y a des questions qui rentrent. Puis sinon, merci pour votre présence ce midi.